Cette lettre va sans doute vous surprendre et raviver chez vous une douleur à peine éteinte. Nous ne nous connaissons pas, mais nous avons un être cher en commun. Votre fils, Arthur. Vous écrire m'oblige à replonger dans les souvenirs de la guerre. Mais le moment est venu pour moi de vous raconter ce qui fut, pour votre fils et moi-même, une si belle histoire d'amour. Tout commence vraiment début 1942 dans le ciel de Nouvelle-Calédonie. L'escadrille de votre fils est installée depuis peu sur cette île française du Pacifique. Notre rencontre est un véritable coup de foudre. Et très vite, les rares moments passés ensemble entre deux missions sur le front deviennent le cœur de nos existences. J'ai tout juste 20 ans, ce 7 décembre 1941, quand le Japon bombarde, aux îles Hawaï, la base navale américaine de Pearl Harbor. Dès le lendemain, nous apprenons à la radio que le Congrès américain déclare la guerre au Japon. Cette attaque surprise précipite votre pays dans la Seconde Guerre mondiale. 11 millions d'hommes sont mobilisés sous votre bannière étoilée. Des quantités phénoménales de matériel, des avions et des navires de guerre sont produits, dont une partie met le cap vers notre petite île. On the way to Tokyo is New Caledonia, an island 248 miles long, and so strategically placed by nature that it stops Japan's expansion south, like a dam in a river. Men are also going to these advanced South Pacific bases in a growing stream, fanning out from Australia toward the north. United Nations soldiers arriving for an offensive in the South Pacific, crack troops and crack equipment. The Yankee soldier's on the move, and he moves fully prepared for whatever he may meet. Disembarking at New Caledonia, he likes the bracing air, the tropical scenery and the coral sea behind him. Nous découvrons alors que la Nouvelle-Calédonie occupe désormais une position stratégique dans ce conflit, qui allait devenir la guerre du Pacifique. Les historiens classeraient bientôt cet épisode sous l'intitulé « The Caledonian War », la guerre calédonienne. À l'image de votre fils Arthur, des milliers de soldats américains débarquent sur notre petit archipel pour tenter d'inverser le cours de la guerre, sous les ordres du général Patch. C'est la Poppy Force. Quelques semaines après leur départ de New York, ce corps expéditionnaire de 18 000 hommes foule notre sol. Imaginez, 18 000 hommes, alors que notre capitale ne compte que 11 000 habitants. Nous apprenons que l'arrivée de vos soldats à Nouméa est censée mettre la Nouvelle-Calédonie, ses mines de nickel et sa position stratégique, à l'abri des convoitises japonaises. Mais j'étais loin de me douter que cette page d'histoire militaire allait également bouleverser à ce point le cours de ma vie. Quelques jours plus tard, avec Jeanne, mon amie d'enfance, nous nous présentons au recrutement organisé par la Croix-Rouge. Comme beaucoup de jeunes Calédoniens, nous avons envie de participer à cet effort de guerre. La Croix-Rouge! Arrête-toi là! Mesdemoiselles. Jeanne, depuis l'arrivée des Américains, se sentait elle aussi pousser les ailes d'une liberté toute nouvelle. Mais non, mais attention pour la postérité. Allez, pose avec moi. T'as vu? Ce sont des pilotes de l'US Air Force. Ah oui? Tu vas devenir spécialiste si ça continue. Jeanne, concentre-toi un peu. On est là pour se faire engager. Oh, me détends-toi, Marie. Pour une fois qu'il y a l'animation par ici. Quant à moi, d'ordinaire si réservée, je n'ai pas pu détourner les yeux
me défaire de ce premier regard échangé avec votre fils. Allez, avance, Marie. Malgré l'activité trépidante qui régnait autour de nous, nous étions seuls au monde. Grâce à la débrouillardise de mon amie Jeanne, j'apprends que ce jeune soldat est pilote, qu'il s'appelle Arthur et qu'il fait partie de la prestigieuse US Air Force. Pour nous tous, ces combattants des airs sont l'incarnation du courage. Ce sont des héros au cœur de l'urgence. Pour rendre opérationnelle la multitude d'aéronefs américains et reprendre le ciel aux Japonais, la première de ces urgences est de construire des aérodromes. Tout va très vite. En quelques mois, les principales pistes sont construites. Votre fils Arthur fait partie d'un escadron destiné aux missions les plus périlleuses. Comme tous les autres, il n'attend qu'une chose: prouver sa valeur au combat. Avoir enfin en face de lui l'un de ces Japonais que l'on décrit comme les as du ciel. Partout sur la Grande Terre, les aérodromes se déploient. Les deux principaux, à Tontuta et à la plaine des Gayaks, sont achevés. Suivis de deux aérodromes secondaires, à Watom et à Kumak. Le terrain de Watom est construit en 46 jours. Il est l'hôte du 67e escadron de chasse, celui d'Arthur. Ces chasseurs, des P-39 Era Cobra, dont la silhouette me serait bientôt familière, étaient arrivés en caisse. Dans l'attente de sa première mission, votre fils doit aussi former de jeunes pilotes. Âgés d'une vingtaine d'années, ils sont encore inexpérimentés. Mais avec beaucoup de fougue et d'insouciance, ils veulent tous en découdre avec l'ennemi. Mon lieutenant, on vous attend au QG, c'est urgent. Vous savez ce qui se passe? Pas exactement, mon lieutenant, mais tout le monde se prépare. Je crois qu'une mission d'envergure se met en place. Il faut y aller, mon lieutenant. Très bien, je vous suis. Préviens les autres. Préparez-vous à partir. Bien, mon lieutenant. Arthur, comme les autres, n'a pas eu longtemps à attendre avant d'être plongé dans la tourmente. Nous sommes en avril 1942, soit 4 mois après Pearl Harbor. L'armée nippone a déjà conquis de vastes territoires et réalisé la plupart de ses objectifs. Elle occupe les Philippines, l'Indonésie, la Birmanie, Hong Kong ou encore Singapour. Quant aux îles du Pacifique, les Japonais tiennent déjà Guam, Wake, Rabaul, et ils prennent position aux îles Salomon, si proches de notre archipel. Mais leur avancée est stoppée au cours de 2 batailles aéronavales décisives. Celle de la mer de Corail, en mai, puis celle de Midway, en juin. La Nouvelle-Calédonie confirme ainsi sa position stratégique de base militaire majeure. Une sorte de porte-avions géant des Américains dans les mers du Sud. Une nouvelle page se tourne et la machine militaire américaine se met en route de plus belle. Nouméa devient une véritable plaque tournante, non seulement pour les navires de guerre, mais aussi pour les pétroliers et les cargos chargés de matériel et de vivres. Pour tous mes compatriotes, reste de cette période un sentiment de découverte et d'étonnement. Comme avec cette petite voiture carrée inconnue pour nous, la fameuse Jeep. Elle fascine les citadins, mais surtout les broussards, qui en étaient encore à travailler la terre avec leurs chars à bœufs. Ces petites voitures peuvent franchir tous les obstacles, avec une telle aisance. Quel spectacle, quelle nouveauté. Il y a aussi les demi-lunes, ces bâtiments construits en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est toute une révolution technologique qui nous arrive de plein fouet.
Nous sommes en novembre 1942 et les soldats de votre armée semblent vraiment s'installer durablement. Sur le bord de mer de la capitale, une université est construite à côté du centre de commandement pour accueillir les futurs officiers. C'est un cas unique dans l'histoire de votre armée, qui n'avait jusque-là que des officiers issus de vos grandes écoles nationales. Notre petite colonie française du bout du monde sort peu à peu de sa torpeur tropicale pour se retrouver propulsée vers l'avenir. Alors que votre fils enchaîne des missions de plus en plus longues, nous sommes, avec mon amie Jeanne, recrutés par la Croix-Rouge. J'intègre alors le 29e Hospital. À Nouméa, avant l'arrivée de votre armée, nous n'avions que 200 lits. Désormais, une douzaine de centres hospitaliers fonctionnent avec plus de 7000 lits pour accueillir les blessés qui reviennent du front, de plus en plus nombreux. Il y a même un endroit, à Dumbéa, que nous surnommons la vallée des hôpitaux. Des hôpitaux militaires, certes, mais ils sont au service de tous. Soucieux d'hygiène, craignant la peste, la fièvre jaune, la malaria, vos compatriotes soignent maladies et petits tracas en tout genre des civils calédoniens. Le travail ne manque pas. Nous vaccinons à tour de bras. Les hôpitaux deviennent peu à peu des lieux de rencontre avec la population, européenne comme mélanésienne. Rapidement, nous avons acquis la confiance des médecins américains. Ils se rendent bien compte que les petites Frenchies sont capables de faire le travail aussi bien que les nurses de l'armée. Les oreilles, ça va, c'est bon. Marie, vous vous occupez de la vaccination des hommes, s'il vous plaît? Curieusement, j'ai l'impression que cette période va permettre de gommer certaines différences, certains préjugés que nous avions envers les Mélanésiens. Un espoir est peut-être en train de naître. Existe-t-il un moyen de vivre ensemble dans une meilleure harmonie sur cette terre du bout du monde? Qu'est-ce que vous allez me faire? C'est un vaccin contre le tétanos et la polio. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Pierre, madame. Je viens de la côte est, de la vallée de la Tchamba. Qu'est-ce que tu fais si loin de chez toi? Je suis venu voir s'il n'y avait pas du travail pour moi par ici. Les vieux disent que les Américains nous donnent du travail. Alors voilà. Tu cherches quoi comme travail? Je devrais travailler sur les jeeps et tout ça. Et madame, ça fait mal. Ça va aller. Demain, c'est mon jour de repos. Reviens me voir ici. Je t'emmènerai voir un ami à moi, il aura peut-être du travail pour toi. Merci, madame. Je serai là, merci. En ce jour de janvier 1943, cela fait plusieurs semaines que je n'ai pas vu votre fils. Sans le savoir, j'ai soigné à l'hôpital l'un de ses camarades blessés à la jambe, un Néo-Zélandais du nom de Bud. Ce chef mécanicien est doté, en apparence du moins, d'un sale caractère. Hé, c'est ma nurse préférée. Ma démarche ne manquait pas de culot. Mais vous savez, ces quelques mois de travail auprès de vos médecins m'avaient donné confiance en moi. Vous voyez cette fille, les gars? Sans elle, je marcherais peut-être bien sur une seule patte aujourd'hui. Sergent, toujours dans l'exagération, ce que je vois. Comment va cette jambe? On fait aller. Mais il faudra plus me demander de courir après les moutons. Le sergent vient de Nouvelle-Zélande. Ils ont un tas de moutons là-bas. Oui, madame. Alors, ma belle, tu me veux l'honneur de cette visite? En fait, sergent, ce jeune homme cherche du travail dans la mécanique. Alors je me suis dit que, peut-être, avec votre jambe, vous auriez besoin d'un aide. D'un aide? D'un aide? Sauf votre respect, mademoiselle, je n'ai pas besoin d'aide. Surtout pas d'un indigène qui vienne mettre le nez dans mes moteurs. Ce jeune homme de la côte Est est venu jusqu'à Nouméa pour aider sa famille, sergent. J'ai cru que vous pourriez l'aider. Mais je me suis trompée.
Excusez-moi du dérangement. Attendez! Toi, tu as déjà travaillé en mécanique? Non, monsieur. Non, sergent. Non, sergent. Bon, alors comment tu comptes m'aider? Je ferai tout ce que vous me direz. Sergent. Il ne demande qu'à apprendre. Allez, sergent, laissez-lui une chance. Si ça ne marche pas, il rentrera chez lui. Bon, après tout, on a toujours besoin de bras dans ce boulot. Mais toi, je te préviens, si tu me poses des problèmes, ma jambe valide me suffira à te botter l'arrière-train. Et tu l'oublieras pas, compris? Oui, sergent. Merci, sergent Bud. Merci de votre aide. Bon, bah, je vous laisse, hein. Je suis sûre que ça va marcher. Bon courage. À toi de jouer. Eh, merci, madame. Merci pour tout ça. À la prochaine, sergent. Pierre a du pain sur la planche avec Bud. D'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, désormais, tout le monde a du pain sur la planche. Vous pensez, 20 000 hommes au début, puis jusqu'à 130 000, soit plus du double de notre population calédonienne. Durant toute cette période, c'est 1 million d'hommes qui transiteront par notre archipel. En plein cœur de Nouméa, une vaste plaine inhabitée se couvre d'un parc mécanique de plus de 1000 véhicules. Ce quartier gardera le nom de Motorpool. En face de Nouméa, sur l'île Nou et dans la baie de Nombo, 2 bases aériennes entretiennent et réparent les hydravions. Le port et les bases disséminées sur l'archipel emploient des centaines de dockers et de travailleurs mélanésiens. Il faut beaucoup de vivres, des vêtements propres, des souliers en bon état. Mais ça, c'est le travail du Quartermaster Corps, un régiment d'intendance qui emploie plus de 2000 hommes. L'époque est au paradoxe. Il y a de si grandes quantités de marchandises, alors que l'essence ou certaines denrées sont encore rationnées pour la population. Vos soldats réparent même les machines à écrire. Et ils savent fabriquer la glace afin de rafraîchir la bière américaine que les Calédoniens découvrent. Nous avons tous la sensation qu'une pluie de dollars est tombée sur la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai, je vous assure, il n'y a presque plus de monnaie française en circulation. Dans les champs aussi, cette révolution est en marche. Nous avons vu débarquer des spécialistes en agronomie et découvert de nouvelles machines agricoles. Sur nos terres labourées au bulldozer, les récoltes de maïs sont destinées maintenant aux chicken farms. Ce que nous appelons la brousse s'en trouve totalement bouleversé. Non seulement les méthodes d'exploitation sont nouvelles, mais il faut aussi fournir des denrées agricoles dans des quantités jamais produites en Nouvelle-Calédonie. Depuis notre premier regard, quelques jours après le débarquement de vos troupes, je pense toujours à votre fils Arthur. J'essaie d'imaginer où il se trouve. Je n'ai qu'un espoir, le revoir pour enfin lui parler. Marie, on vous enlève ce soir. On va faire la fête. Allez, allez, pas de discussion. Pierre, comment ça se passe avec le sergent le plus sympathique de Lanzac? Bien, madame. Je travaille avec les... Oh, oh, petit. J'ai dit, on va faire la fête. Alors vous ferez quand vous êtes en chemin. Allez. C'est gentil, sergent, mais j'ai une rude journée et j'avais déjà prévu. Marie. Une telle invitation, ça ne se refuse pas. Il faut détendre. Allez, monte. Ah, voilà, c'est comme elle dit, la jolie dame. Allez, en voiture. Allez. Bon, après tout. À demain, tout le monde. Amusez-vous bien. Encore une fois, Jeanne avait raison. Il fallait bien se changer les idées. Profiter aussi de la joie de vivre et du sens de la fête qui nous était offert par la présence américaine. La radio en direct diffusait les succès du moment. Au centre de la ville, le triangle Garden servait de cadre à la détente organisée des troupes.
Il y avait même des combats de boxe où quelques Calédoniens se sont mesurés aux stars américaines de la discipline. En cas de victoire, un carton de bière en plus des hématomes. Mais Bud, ce soir-là, avait décidé de nous emmener, Pierre et moi, à un bal où on dansait le Lindy Hop. C'était la danse à la mode. Cette danse semblait pouvoir exorciser les moments difficiles vécus par les hommes qui revenaient du front. Une conspiration de Jeanne et de Bud? Je ne le saurais sans doute jamais. Mais Arthur est là, dans le cercle formé autour des danseurs. La magie de la nuit, le rythme, les gestes précis et acrobatiques des danseurs, tout est réuni pour nous faire oublier le conflit. Marie, je vous présente Arthur, un des seuls pilotes qui cassent pas les avions. Enchanté. Enchanté. Santé. Alors, comment ça se passe avec ton escadrille? On a dégusté. 2 pilotes sont partis à la mer la semaine dernière. Les 2 sont morts. Ah, je vois ça. Pauvre gars. Ils sont coriaces, ces Japs. Bon Dieu, mais si j'avais encore l'âge d'aller au front, je t'assure que... Messieurs, moi je suis venue pour oublier tout ça un moment. Passer un peu de bon temps. Si on en profitait pour parler d'autre chose. Hein. Vous avez raison, mademoiselle. Allez, dites-nous tout. Vous êtes d'ici? Oui, je suis née à Nouméa, comme mes parents et leurs parents avant eux. Ils étaient au bagne? Non, grand Dieu, qu'est-ce que vous me dites là? Puis en fait, je n'en sais rien. On ne parle pas de cette époque. Vous savez, moi je viens de Louisiane. Les histoires compliquées, je connais ça. Et moi, je viens d'un trou perdu sur l'île du Sud, au pays du grand nuage blanc. Plus de moutons que d'humains dans le paysage. À chacun son coin de paradis. Arthur, si tu n'invites pas Marie à danser, même avec ma patte folle, je m'en charge. Dans ce cas, Marie. Vous avez des nouvelles de votre famille? Pas depuis quelques semaines. Et je pense que ça va. Mes parents ont déjà perdu un fils en Angleterre. Il était pilote dans la Royal Air Force. Il ne reste plus que moi. Ils attendent mon retour. Ils étaient contre mon engagement. Je vois. Et le pays vous manque? Parfois. Mais pas ce soir, Marie. Et vous deux, le gamin nous propose de partir avec lui dans sa tribu dimanche. Je sais pas si... Dame Marie, ce serait vraiment bien sans vous forcer. Pour moi, c'est d'accord, petit.
Pourquoi pas? Je ne suis pas sorti de la base depuis mon arrivée. Puis j'aimerais mieux connaître cette île. À 3 contre 1, vous gagnez, hein? Hé gamin, comment ça s'appelle ton coin? La Chamba, sergent. Alors, à la chamba! À la chamba! Comme convenu, nous partons tous les 4 vers la tribu de Pierre. Ce court voyage au cœur du monde kanak va changer mon point de vue à tout jamais. Je suis partagée entre un sentiment d'anxiété lié à tous les récits entendus sur les premiers habitants de l'île et un sentiment de curiosité. Mais par-dessus tout, j'ai une totale confiance en Pierre. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être accueillie dans une tribu. C'est un tout autre visage de mon pays que je découvre, que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il fait, le gamin? Ce petit geste, c'est pour vous demander pardon de venir comme ça. Et aussi pour demander si eux, ils peuvent rester aujourd'hui ici, à la Chamba avec nous. Voilà, bravo. Voilà, t'as fait le geste, t'as fait la coutume. Allez. Pierre nous fait découvrir la coutume, ce geste de présentation préalable à toute autre chose. Voilà, c'est bon, maintenant vous êtes chez vous. Un symbole lourd de sens qui nous ouvre les portes de sa famille, de son clan. Pour nous, à Nouméa, le monde des indigènes est un monde à part. Depuis des décennies, ils sont sous le statut de l'indigénat. On ne se connaît pas, on ne se voit pas. On vit comme dans 2 mondes parallèles. Mais ce jour-là, avec Arthur qui blague avec les femmes de la Chamba, tout m'apparaît différent. C'est mon oncle. Content de vous voir. Nous sommes bien dans la sérénité de la tribu. Vous trouvez comment? C'est difficile à croire, mais entre les batailles, ici en Nouvelle-Calédonie, cette guerre permet aussi des rencontres de hasard, des amitiés improbables, de petits moments de fraternité autour d'un coup de pêche, d'un coup de chasse, d'un éclat de rire ou d'une simple cigarette partagée à l'ombre d'une case. Ces moments seront précieux dans le souvenir de ceux qui les vivent. Tiens, Pierre. Tu l'offriras à ton gosse? Merci, mon papa. De rien. Et puis il y a un air de renouveau, d'ouverture avec les Mélanésiens. Ils ne dansent pas seulement le pilou pour les Américains, ils servent également de guides et d'éclaireurs aux Peep Troops, un escadron de jeeps. Partout, et souvent, des relations amicales se nouent. This native soldier will serve as a guide for the Peep troops through the jungle. An unusual scene, the presentation of a handmade U.S. flag by Madame Banu, proprietress of the local hotel.
Lieutenant Colonel George expresses his appreciation and his friendship in the traditional French salute. Plus tard, après le conflit, Pierre m'a dit un jour « On dirait que la Calédonie a ressuscité avec les Américains. » Je dois admettre que je me suis un peu vexée, mais finalement je comprends ce qu'il voulait dire. Plus rien ne pourra redevenir comme avant après le passage de votre armée ici. Pendant toute cette période, pour ces soldats venus d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie est un peu comme un dernier répit avant le combat. Loin des leurs, beaucoup de soldats se sont liés d'amitié avec des familles calédoniennes. Des amitiés parfois trop courtes, car la mort rôdait tout autour. Janvier 1943. Je suis inquiète pour votre fils. Nous suivons chaque jour les informations distillées par l'état-major, et il semble qu'aux îles Salomon, la situation s'enlise. Cela fait maintenant 6 mois que vos unités de Marines ont débarqué par surprise sur l'île de Guadalcanal. La bataille se mène sur 2 fronts à la fois. En mer, entre flottes ennemies, et à terre, pied à pied dans la jungle. Au début, avec peu de moyens et peu de soutien, vos Marines ont pris un aérodrome en cours d'aménagement et, soutenus par l'aviation, ont résisté seuls pendant des semaines en attendant les renforts. Arthur occupe toutes mes pensées. Il est à ce moment sur le front le plus rude de cette reconquête. Mais la bonne nouvelle arrive enfin. Les Japonais sont repoussés au nord de l'île et abandonnent Guadalcanal en février 1943. Ils ont perdu 24 navires, 600 avions et 24 000 hommes. Ces 6 mois marquent le tournant de cette guerre, avec le début de la reconquête américaine dans les îles du Pacifique. Pour la première fois, l'Empire du Soleil Levant recule, et pour nous, l'espoir renaît. Vous avez dû l'apprendre par les journaux. Guadalcanal a fait 1600 morts américains, et plus de 4000 blessés dans les combats à terre, sans compter les milliers de victimes des combats navals et des engagements aériens. Pendant le temps des combats, notre île fait le plein de blessés. Marie! Sur la droite! Attendez! Arthur? Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est partie. Marie! Ça va aller. Je suis là. Je reste avec toi. Je passe autant de temps que mon travail me le permet auprès d'Arthur, qui est entre la vie et la mort. Il y en avait dans tous les coins. Ces semaines sont sans doute, encore aujourd'hui, les plus angoissantes de mon existence. Petit à petit, la santé d'Arthur s'améliore. Il est pris en charge dans l'un de ces centres de convalescence pour blessés, les clubs, qui ont fleuri au cours de l'année 1943. Il y a le club des officiers au Grand Hôtel du Pacifique, des centres de récréation comme le Sarawan ou le Shangri-La, ou encore l'Escale au Vallon d'Or et le Grand Club sur Mer de la Roche-Percée. C'est à la Roche-Percée que tous les soirs je retrouve votre fils qui se remet de ses blessures. Comme moi,
d'autres jeunes calédoniennes sont employées par la Croix-Rouge. Elles font le service à table ou apprennent le français aux soldats en repos. Mais la pression de la guerre est toujours là, prête de nouveau à s'imposer après ces moments de répit. Tu repars quand pour la Louisiane? Je ne repars pas, Marie. Pas tant que cette guerre continuera que je serai capable de me battre. On ne se serait pas rencontrés sans cette guerre. Le temps n'a plus d'importance. Seul notre amour est bel et bien réel. Nous avons complètement perdu la notion du danger. Tout paraît si éphémère, si fragile. Nous avons décidé de nous aimer, sans penser au lendemain. Nous sommes partis au coucher du soleil pour survoler la région de Lafoa, autour de Whatton. Une fois de plus, la magie de l'instant nous a fait oublier tout le reste. « 6 juin 1944. Aujourd'hui, la radio est en ébullition. Les Alliés ont débarqué en Normandie. Cette nouvelle, relayée en français et en anglais, suscite dans les rues de Nouméa une joie partagée entre Calédoniens et Américains. Elle est commentée jusque dans les écoles, que les élèves ont réintégrées depuis que vos troupes ont entamé leur retrait. Malgré la bonne nouvelle, j'ai le sentiment que cette guerre ne finira jamais. Arthur est reparti au front. Il s'est porté volontaire pour une mission à haut risque contre les kamikazes qui donnent une nouvelle tournure au combat. Ces pilotes suicidaires, en désespoir de cause, écrasent leurs appareils sur les navires américains. Cette guerre atteint un paroxysme de violence. L'acharnement de l'armée nippone qui ne veut pas céder nous entraîne vers un déchaînement inhumain. La période n'est que confusion et je suis moi-même complètement perdue. Il faut que je te parle. Je sais pas comment te le dire. Il s'est passé quelque chose de grave. On a eu des nouvelles du front. Je viens d'apprendre la nouvelle de sa mort à l'hôpital. Depuis quelques semaines, j'attends un enfant. Et je n'ai pas su lui dire à temps. Se serait-il quand même porté volontaire au combat? C'est la question qui me hante encore aujourd'hui. Nous sommes en mai 1945. La guerre est finie en Europe. Mais toujours pas dans le Pacifique. Vos troupes ont remporté la grande bataille d'Iwo Jima. Mais je ne vous apprends rien sur la suite des événements. Pour limiter les pertes, mais aussi pour prendre les Russes de vitesse, 2 bombes atomiques sont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Aussitôt, nous apprenons la nouvelle de la capitulation du Japon sans condition. J'aurais aimé la vivre avec Arthur. The battle
battleship Missouri, 53,000-ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony, marking the complete and formal surrender of Japan. In the Bay of Tokyo itself, the United States destroyer Buchanan comes alongside, bringing representatives of the Allied powers to witness the final capitulation. General of the Army Douglas MacArthur, Supreme Allied Commander for the occupation. Quelques mois après, sans cette mission. Je sais. Oui, je sais. J'aurais dû lui dire. À Nouméa, le drapeau tricolore et la bannière étoilée pavoisent la rue de l'Alma. Mais la célébration de la victoire a un parfum d'adieu particulier. Nous savons tous qu'une page de notre histoire vient de se tourner. Vos derniers soldats ont quitté notre île en avril dernier, après un ultime Army Day. Je m'aperçois que bien des couples se sont formés, parfois de manière éphémère. Bien des enfants sont nés. Certains ont pris le chemin de l'Amérique, d'autres sont restés ici, en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas la seule à pleurer un disparu. C'est le lot de toutes les guerres. Mais ce n'est pas seulement Arthur que je pleure. Je pleure l'amour. C'est le temps des adieux, le temps des larmes. Mais nous savons tous qu'il va falloir relever la tête et continuer notre route. C'est à cette période que j'ai décidé de devenir médecin. C'est le grand départ, sergent. Vous allez me manquer. Vacherie de guerre. Et il est beau ce bébé. Merci Pierre. Tu donneras des nouvelles, d'accord? Et attendez, madame. Comme tant d'autres, je me sens désemparée. Nous retournons à nos vies, comme réveillés en sursaut d'un rêve. Mais nous avons changé, nous avons évolué, et c'est sans doute pour cela que dans le cœur des Calédoniens, quelques étoiles américaines brilleront toujours. Embellis par 7 décennies de souvenirs, le temps de la guerre a laissé dans la mémoire calédonienne une trace indélébile, avec des relations qui vont bien au-delà des liens historiques.
C'est cette mémoire que je voulais partager avec vous. La mémoire de votre fils. Ce jour de mars 1954, en achevant cette lettre, je m'aperçus soudain qu'elle n'avait pas de sens, qu'elle ne remplirait jamais le vide que je ressens, et qu'elle pouvait blesser les parents de celui que j'avais tant aimé. Au moins m'aura-t-elle aidé à me décider, au bout de 10 années passées à hésiter. 10 ans pour prendre conscience que je ne pouvais cacher plus longtemps l'existence de leur petit-fils aux parents d'Arthur. 10 ans pour trouver le courage. En ce début d'année 1955, je partis pour la Louisiane. Je n'avais prévenu personne de mon arrivée. Je ne savais même pas si la famille d'Arthur habitait encore ici. J'étais partie comme ça, bien décidée à aller au bout de ma démarche. Mais même pour une intrépide dans mon genre, c'était une situation délicate. Les parents d'Arthur m'accueillirent sans porter de jugement. Tout à leur joie de découvrir leur unique petit-fils, portrait craché du jeune homme qu'ils avaient vu partir à la guerre. Ce fut un choc pour eux. Mais ils avaient de nouveau un enfant à chérir, et ils m'adoptèrent comme leur fille. Je n'ai jamais refait ma vie, comme on dit aujourd'hui. Je suis devenue médecin et notre fils, pilote. Ce jour-là, en entrant dans cette grande maison où Arthur avait passé son enfance, je sus qu'une nouvelle page allait maintenant pouvoir s'écrire. Une page en mémoire de ceux qui, comme Arthur, au péril de leur vie, nous avaient préservés du pire.